bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour à tous. Les animaux nous observent, nous écoutent, nous accompagnent, nous sauvent parfois. Apprenons à mieux les comprendre et à mieux vivre à leur côté. Alors installez-vous confortablement. Animalement vôtre, c'est parti. Et merci à vous, cher public. Et vous le savez que ce n'est pas un public ordinaire, parce qu'ils sont tous des amis des animaux, bien sûr, mais d'associations aussi, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Et pour m'accompagner, comme chaque semaine, Oli et Raphaël, comment allez-vous tous les deux? Très mal. J'aime vous voir. Oli, janvier, vous savez, est forcément synonyme de galette des rois. Alors, une nouvelle mission pour Monday. Ah oui, donc là, vous nous avez déjà vu un peu au fourneau avec les biscuits, et maintenant, galette des rois. Bon. Et vous, Raphaël, vous serez aux côtés de Camille Der pour nous parler d'une association l'Arche de qui vous Baguera. tient à cœur. Oui. Voilà, l'Arche de Baguera. C'est voilà, la dame, là, tout au fond à droite. Bravo, bravo. Bonjour. Et une de ses spécialités, c'est les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Oui, Donc, c'est les bien rats, sûr. les souris, Bien sûr. Bon, tout à l'heure, je viens vous voir. Voilà, il viendra à vos côtés. Hein. Merci d'être là, en tout cas. Merci. Allez, les chats fascinent, déroutent, intriguent. Nous sommes allés lever le voile sur leur mystère et ils sont nombreux. Que faire et que dit la loi lorsque les aboiements d'un chien entraînent les conflits de voisinage? On fait le point avec notre avocate Olivia Signakos. Et si la notion de mémoire n'était pas l'apanage de l'humain, mais faisait partie intégrante du vivant? C'est notre point veto de la semaine. Comment faire le deuil de son animal de compagnie? Les réponses avec Evadia et Yasenia Alves-Leva tout à l'heure. Elles sont avec nous. C'est une icône, une muse, notre invitée. Elle est aussi peintre, chanteuse, comédienne. Mais chez elle, ce sont ces animaux qui règnent. À l'occasion de la sortie de son dernier album, elle vient nous raconter la place que ces petites créatures tiennent dans sa vie. Mesdames, messieurs, on accueille Amanda Lear. Elle est restée bloquée dans l'ascenseur. Merci beaucoup. Merci. C'est Amanda. Voilà. Oli, Raphaël. Voilà. Amanda. Voilà. Oli, Raphaël. Oui, vous êtes là. Amanda Lear, c'est un grand bonheur. On est que vous soyez content, là. hein. Ah oui, très. Et moi donc. Je crois que tout le monde aime Amanda Lear. Le public. Mais Mais toutes c'est les générations. impossible de ne pas aimer Amanda Lear. Ça n'existe pas. Je connais personne. Alors, c'est impossible. Je me dirais, je mange la mer. Non. Ah non. Et alors, c'est curieux parce que les animaux même, moi, à chaque fois, dès qu'il y a un chat errant, il vient vers moi. C'est très Moi, bizarre. quand j'ai un date, je ramène Monday. Comme ça, il peut C'est sentir... quoi du date? Ah, tu sais pas ce que c'est un date? Non. Mais un date Un date, amoureux. un rendez-vous. Un rendez-vous amoureux. Je sais pas ce que c'est. Soyez jeune, Toi, tu sais Raphaël. plus ce que c'est, là. Un non. date. Ça fait tellement longtemps. Ah, moi, il y a très longtemps que je l'ai Une carrément vieille fait, histoire, moi. il a fermé la boutique lui aussi. Alors Amanda, vous vivez avec 4 chats. Je vis avec 4 chats. J'en ai perdu un l'hiver dernier. Il était magnifique, de noir et blanc, avec des grandes moustaches. Je l'adorais. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Ouais, c'est horrible. Dites-nous, vous avez toujours été entouré d'animaux toute votre vie. C'est vrai. Moi, j'ai toujours aimé, surtout les chats. Moi, j'aime beaucoup les chats. Mais comme j'ai une maison en Provence, et il faut de l'espace. C'est vrai que dans un appartement à Paris, j'avais des chats. Mais après, quand j'ai emménagé en Provence, alors là, ça a été les chiens, j'ai eu des lapins, des pigeons, une chèvre. Ah, ça y est. William. Lui, Mon c'est William, qui, lui c'était un labrador. Alors, c'est irrésistible, les labradors. Ouais. Avec leurs truffes noires, là, c'est des bébés. Non, si je reprends un chien un jour, là, j'ai que des chats. Mais si je reprends un chien, ce sera forcément un labrador. Mais- Ou alors un chien d'aveugle, vu qu'en ce moment, il ne voit que dalle. Bon, je vous préviens, vous connaissez bien Amanda Lear, donc il faut s'attendre à toutes les on plus va curieuses arrêter là. réflexions qu'on adore, évidemment. Maintenant, place à Monday, hein, cher Oli. Et cette semaine, Oli, vous êtes d'humeur gourmande. Ben oui, mais en fait, on parle souvent de galette des rois. Et en fait, parfois, il y a le chien qui en vole une. Ou par exemple, on est souvent tenté de donner un petit bout. Mais c'est pas très bon pour eux. Donc là, on a fait une galette des rois spéciale chien. Et c'est un sujet d'Asia Sagiroglu.
Mission Monday. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une mission très spéciale, faire une galette des rois avec le petit Monday, mais qui est comestible pour les chiens. Parce que c'est vrai qu'on a toujours une petite galette des rois, on a envie de donner un petit bout. Non, 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 c'est pas bon pour eux. Donc nous, on va faire une recette qui est OK pour eux. On suit la recette de la vétérinaire Géraldine Blanchard, qui est vétérinaire spécialiste en nutrition pour les animaux. Alors, petit disclaimer, si votre chien a des intolérances ou est sensible à tout ce qui est céréales, lactose, gluten, évitez cette recette. Voilà, même Monday il le dit, disclaimer, faites attention. Maintenant, on passe à cette super recette, mon amour. Oh, mon amour, il se redresse en mode, oui, maman, on y va, on veut manger. Ce qui est toxique pour les animaux, pour les chiens, c'est les pépins, d'accord? Donc, en fait, on doit absolument enlever le trognon. Voilà, on voit qu'il n'y a plus aucun pépin. Là, elle est parfaite. Mon bébé, hein. Donc, pour votre petit chien, vous mettez 25 grammes dedans et pour un gros, bah, vous mettez un peu plus, hein. Ensuite, Monday, il faut que tu nous donnes le lait de coco. Donc là, les bébés, on veut 2 cuillères à soupe de lait de coco. Évidemment, Monday, évidemment, tu peux relécher. Ah non, regardez la tête d'Elios. Ah non, mais regarde, je vais mourir en fait. Vas-y, tu mets dedans, ici. Non, dedans, dedans. Oh mon bébé. On met notre œuf. Non, 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 on attend. On va pas manger toute notre farce là, Monday. Oui. Et tu vas le mettre dessus. Oh, délicatement. Non, mais l'amour de ma vie. Alors, ça ne va pas être énorme, vous voyez, faites pas une tarte que vous auriez mangée. Alors là, j'ai de la farce. On va se faire notre chausson comme ça. Hein. Et là, on va mettre notre fève. Peut-être que là, il y a peut-être un peu, on peut peut-être un petit peu savoir où c'est la fève. Voilà, Monday, tu nous relèches la table pendant que la cuisson s'opère. Mais c'est là-dedans que ça se passe. Ah, là c'est prêt. Et là c'est vrai, mon frère. Oh, ça m'a l'air parfait. Oh non, ils sont trop beaux. Elios, Monday est le plus jeune, donc c'est Monday qui va prendre d'abord. Non, mon amour, tu attends. Vas-y, Monday, choisis. Tu veux lequel? Et toi, Elios, c'est celui-là. Il y a la fève, mon amour. Le petit roi Monday a réussi à avoir la fève. C'est une mission réussie pour Monday. Let's go. C'est trop mignon, vraiment. Ah oui, vous nous faites craquer chaque semaine avec vos Voilà. Mais là, dites-moi, la fève, là, elle est énorme. Bah oui, mais c'est le roi, il a droit à sa grosse fève. Hein, Et comme par hasard, il a trouvé la fève. Je vous jure. Alors déjà, c'est une friandise pour chien. Donc Oui. moi, j'avoue, je l'ai pas faite moi-même. Là, il fallait pas m'en demander trop. Donc j'ai pris une petite fève, je l'ai mis dedans. Dans l'autre, voilà, on a eu 2 petits chaussons aux pommes là, et donc voilà, il a choisi, il a été le roi. Bon. C'est Amanda. super, hein, Amanda, Il n'avait elle est- pas beaucoup de choix non plus. Ouais. De quoi? Il t'entendait. Amanda, revenons à votre maison Provence. Comment vous avez fait pour adopter cette chèvre, une chèvre? C'est rare d'adopter une chèvre. Alors, ça s'est passé, en fait, on m'a trompé parce que le jour du marché, donc il y a tous les commerçants qui vendent leurs melons, tout ça en Provence, et il y avait un marchand de bonbons, et il avait une petite chèvre minuscule, toute petite, pour attirer les enfants. Alors, tous les enfants venaient pour là et il leur vendait les bonbons. Et moi, j'ai dit, vos bonbons ne m'intéressent pas, mais j'aimerais bien vous acheter cette chèvre naine. Elle m'a dit, oui, c'est une chèvre naine. J'ai dit, elle est naine. Oui, 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 elle est naine, vous inquiétez pas, elle est naine. Donc, j'ai pris cette chèvre. Jamais été naine. Elle était- Oh non. Ben voilà, regarde. Ah, la chaise naine. Elle n'était pas naine du tout. Elle est devenue énorme. Elle mangeait bien la cantine. Et en fait, elle me suivait partout après dans le village. J'avais mis une petite clochette. Et sans laisse, sans rien, elle me suivait quand j'allais acheter mon pain, tout ça. Et les gens du village disaient, oh, regarde, c'est Amanda avec sa chèvre. Et un jour, il y a un petit garçon qui était en vacances, un petit Parisien. Il m'a vu passer. Il a dit, oh, maman, regarde une vache. Alors, ça m'a vexé. Ça m'a vexé. Mais dites-moi, vous l'avez appelée Fergie, évidemment. Mais je trouvais qu'il y avait une certaine ressemblance avec la princesse d'Angleterre. Mais non, mais à l'époque, maintenant, elle a maigri. Mais D'accord. Et alors, dites-moi, vous avez voulu lui adopter aussi un bouc pour qu'elle Oui, soit alors, plus heureuse? pour la rendre heureuse, parce qu'elle était toute petite et tout, j'ai dit. Donc, on a pris un bouc. Et elle l'a jamais voulu. Elle l'a jamais voulu. Dès qu'il s'approchait d'elle pour C'est pas son genre. c'est pas son conclure, genre. elle se dressait sur ses pattes comme Ah ça, elle voulait l'encorner. Elle n'a jamais voulu. Donc, elle ne voulait pas. Hein. Donc, on a donné le bouc à un berger. Et elle est restée vierge donc toute sa vie. Elle disait toujours le bookmaker. Bah, ouais. Non, mais elle a jamais connu le bonheur. Bon, c'est le bonheur d'être avec vous. Non, mais je crois que c'est à cause de ça qu'elle était devenue très grosse. Elle devait faire des grossesses nerveuses, des trucs comme ça. Parce que, quand même, enfin, je sais pas, vous y connaissez pas en chèvre, vous. Non. C'est pour
ça, elle nous fait un truc complètement. Alors dites-moi, on sait que vos 4 chats, on perd toujours des animaux, parce que vous en avez toujours eu. Avec quel animal vous avez le plus souffert? À une époque, j'ai eu jusqu'à 13 ou 14 chats à la maison. Et mon dernier chagrin, là, c'est quand mon chat préféré, elle s'appelait Chaussette, elle est morte à 23 ans. 23 ans, ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Ah non, elle avait une dent sur 2, mais elle était... beaucoup. Encore, elle dormait avec moi et tout. Et ça m'a brisé le cœur. Mais j'ai pleuré. J'ai pleuré. Alors, je l'ai enterrée dans le jardin, tout ça. Et puis après, j'ai dit, allez, il faut changer. Donc, voilà, ça, c'est la remplaçante. C'est Sissi, impératrice. C'est une princesse. Alors, vous savez qu'elle est peintre aussi. Alors, il y en a un qui vous dérange beaucoup, comme vous peignez, qui se jette dans vos pots de peinture. Alors, comme je peins, c'est vrai que les chats sont autour de moi. Et souvent, il y a des poils de chat. Wow. Dans les peintures. C'est bien. On trouve des poils de chat collés. Oh, mais je ne sais pas si Rembrandt avait le même problème, mais en tout cas, moi la comparaison est logique, hein. Oui. Vous pouvez y aller. Quand on analysera mes tableaux après ma mort, on trouvera des poils de chat collés. Ah, voilà. Regardez ma chaussette. En plus, elle avait perdu un œil. Vous savez. Ah ouais. Je l'ai faite en princesse. Elle est magnifique, non? On a le même collier en plus. En fait, on voit bien, là, on a vu quelques images, c'est votre principale source d'inspiration, en réalité, ces animaux, ces chats. Ils sont tous autour de moi. Moi, je vis avec des chats. J'ai pas d'homme à la maison, comme vous le savez. Tout ça, c'est fini. Et donc, oui, tout l'amour que je reçois, toute cette tendresse, quand je suis stressée, ils sont là, ils le savent que je suis stressée, ils viennent sur moi. Mais bon, je les adore parce qu'ils s'en fichent que je sois maquillée ou pas maquillée. Ils se moquent Ils sont sincères, voilà. Ouais. Ils jouent pas la comédie. Ouais, c'est ça. Ils me mentent pas. Ils me trompent pas. Regardez, c'est mes fans. Ben voilà. Mais oui, c'est trop mignon. Ils me regardent à la péloche. J'adore. Bon, merci beaucoup. Alors vous, l'amoureuse des chats, pensez être arrivée à en percer tous les mystères, sans doute, histoire de mieux les comprendre et les appréhender. Fanny Lesbros, notre journaliste, est allée à la rencontre d'Anne Bana, comportementaliste pour chats. Regardez. Un chat, c'est très mystérieux. On ne comprend pas toujours ce qu'il veut nous dire. Moi, je suis comportementaliste pour chat et je vais vous aider à décrypter cet animal qui est passionnant. Il faut savoir que les chats, nourris aux croquettes, ils ont besoin de faire 15 à 20 petits repas par jour pour digérer correctement. Donc quand on donne à son chat des croquettes 2 fois par jour, c'est stressant pour lui. L'idéal, ce sont les gamelles ludiques. Le chat va pouvoir jouer en fait pour atteindre sa croquette et ça va le stimuler de manière très positive. Là, vous voyez, mon chat, on a beau faire le bruit des croquettes, il s'en fiche totalement parce que justement, il sait qu'il peut manger quand il veut. Si votre chat dort toute la journée, ou alors au contraire qui va se mettre à faire tomber les stylos des tables, qui va venir vous attraper les mollets quand vous marchez à côté, c'est signe qu'il s'ennuie. La première chose à faire, c'est d'aller voir le vétérinaire. Si tout est ok au niveau de la santé, il faut essayer de le stimuler davantage. On veut essayer d'imiter ce qui se passe dans la nature. Et dans la nature, c'est jamais les mêmes oiseaux, c'est jamais les mêmes souris. Elles sont pas au même endroit. Et du coup, à la maison, on va faire pareil. On va changer les cannes à pêche, on va changer les balles, faire des roulements avec tous les jouets. Si on les laisse tout le temps sortis, au bout d'un moment, ce sera plus intéressant. Si votre chat fait pipi en dehors de la litière, la toute première chose à faire, c'est de voir un vétérinaire. La première cause des pipis en bac, c'est un problème de santé. Une fois que ça, c'est bien éliminé, là, on peut aller sur l'environnement litière. Ce que je recommande, c'est d'avoir des grands bacs. Il faut que ça fasse à peu près 1,5 fois la taille du chat, sans compter la queue. Un bac qui est ouvert, qui puisse voir s'il y a des dangers qui arrivent et fuir facilement. Et une litière qui va être agglomérante. Et vous allez voir, vous n'allez pas avoir d'odeur désagréable du tout. Quand votre chat se met par exemple sous le lit, il montre qu'il a peur et il vaut mieux le laisser tranquille. Ça peut arriver quand on déménage, par exemple, quand on change son environnement, ou alors quand il y a un invité qui vient. Il ne va pas se sentir en sécurité, donc il va chercher un endroit pour se mettre en sécurité et pour qu'on ne vienne pas l'embêter. À ce moment-là, on va le laisser tranquille. Il s'habituera beaucoup plus vite si on ne vient pas le solliciter. Là, j'aimerais savoir si mon chat a envie de câlin ou pas. Je vais lui proposer ma main, le laisser sentir et je vais doucement approcher mes doigts vers sa tête.
Si sa tête s'appuie contre ma main, ça veut dire que la caresse, c'est OK. Mais il faut toujours arriver vers le bas pour qu'il nous voit bien arriver. Si on arrive au-dessus comme ça, potentiellement, ils vont avoir peur parce qu'ils ne nous voient pas. Ah, ça veut dire stop, j'ai plus envie de caresse. Il bat de la queue, il a les oreilles en arrière. Dans ces cas-là, s'il vous montre ces signaux-là, il faut vraiment pas aller l'embêter. L'idéal même, c'est d'avoir un panier dédié où il sait que s'il va à cet endroit-là, personne ne viendra l'embêter. Ce sera un petit peu son lieu refuge. C'est bien de proposer des spots devant les fenêtres pour qu'ils puissent regarder dehors. C'est un petit peu leur télé. Merci pour ce beau reportage. On a appris encore beaucoup de choses sur les chats, évidemment. Amanda, vous est-il arrivé de recueillir des lapins, des hamsters? Oui, j'ai des lapins, des hamsters. Des cochons d'Inde, ou des furets. Mon hamster était mignon. Bon, c'est ce que fait entre autres l'association L'Arche de Baguera, dont Raphaël va nous parler maintenant. C'est à Raphaël. Oui, bah, chacun sa mission dans cette émission. Moi, ma mission, c'est de faire en sorte de mettre en lumière les petites associations dont personne ne parle. Ça, c'est vachement important. Et voilà, je suis avec Bonjour. Bonjour, vous vous occupez de l'Arche de Baguera. Oui, c'est ça, Alors, bénévole 2 bénévole. fois par semaine. Très bien. Et l'Arche de Baguera, c'est tous les NAC, nouveaux animaux de compagnie. C'est ça, Furets sauf et- chiens et chats. Et oui. On est une association refuge, donc on a un refuge. Et à l'année, on a entre 200 et 250 abandons. Donc on recueille des lapins, des cochons d'Inde, des furets, des rats, des souris, des hamsters. Qui est le plus abandonné? Quel animal est le plus abandonné? Chez nous, c'est le lapin quand même. Le lapin. Il y en a beaucoup qui sont trouvés dehors. Il y a beaucoup de gens qui partent en vacances et en fait qui se disent on va les lâcher dans la forêt. Mais en fait, non. c'est une croyance commune, mais en fait, ils savent pas se débrouiller tout seuls. Oui. Et donc, on a de la chance d'en retrouver certains qui n'ont pas été attrapés par des prédateurs. Où il y a déjà des gens qui les déposent directement au refuge, où il y a des saisies dans des logements insalubres, des sauvetages de grande envergure avec d'autres grosses fondations. Donc tous les jours, en fait, on s'ennuie jamais, quoi. Et l'animal qui a connu l'être humain, c'est foutu. On ne peut pas relâcher un animal Non. qui a connu Absolument. l'être humain, Non. c'est pas possible. C'est vrai, du c'est tout, important du de le tout, dire. du tout. Comment peut-on vous aider alors, madame? En devenant famille d'accueil, on en cherche. Ça, c'est voilà. important aussi. C'est-à-dire que vous ne payez aucun frais vétérinaire. C'est l'association qui se charge de tout. On recherche aussi des bénévoles sur place pour le nettoyage, parce que c'est vraiment un sacré chantier. Aussi des dons financiers, des parrains, des marraines, de la visibilité, en fait, pour faire bouger les choses sur les NAC. Parce qu'il faut savoir que les NAC, c'est plus abandonné que les chiens et les chats. Bon, en tout cas, voilà, c'est important de le dire. On est très heureux que vous soyez venu. Donc vous êtes là, voilà. On va parler. Merci Camille Der, merci beaucoup. C'est l'Arche de Baguera. Merci Raphaël, vous nous présentez toujours des gens exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Il faut le dire. Amanda, l'un des titres sur votre nouvel album, dont Oui. nous allons parler tout à l'heure, ça s'appelle Amour. Amour avec un Oui. petit S. Avec un S entre parenthèses. Oui, voilà. Et justement, nous allons continuer à parler d'amour, justement, ou plutôt, regardons, c'est animalement drôle. Ah. On accueille notre vétérinaire Sylvain Awawini. Bonjour Sylvain. Bonjour. Je ne vous présente pas Amanda Lear. Bonjour Amanda. Bonjour, monsieur Sylvain. Alors là, vous étiez moins timide tout à l'heure. Alors là, ça j'adore. Je me demandais comment vous alliez faire. Voilà, on Parce que disait. Elle est sous le charme. On cherchait tout à l'heure dans les Le coulisses Amanda Lear. Je cherchais Amanda Lear. On me dit, elle est arrivée, madame Amanda Lear. Eh ben, elle était déjà avec Mais Sylvain. non, parce que. Mais de quoi je me mêle là? J'ai le droit de- Non, mais c'est quand même extraordinaire.
Allez, nous allons aborder avec vous, cher Sylvain, la notion de mémoire chez les animaux. Mais tout de suite, si vous le permettez, avant d'aborder la mémoire chez nos animaux, c'est l'info intox. Je vais poser des questions, chère Amanda. Il faut essayer d'y répondre. Ah bon? Oui, info ou intox? On gagne quoi? Rien. Ah bon. Allez, si c'était à se cultiver. Tout de suite, c'est info intox. Chouette. Voilà. Chouette. Les serpents peuvent voler. Première question, info intox. Oui. Oui. Elle est très heureuse d'avoir dit oui. Alors, j'espère que c'est la bonne réponse. Ah oui, Raphaël, Il y en a certains, oui. Oli. Mais moi, j'ai vu des vidéos. Moi, j'ai vu Ah. Voilà, dans les arbres, ils volent pas C'est vraiment. pas qu'ils mais volent, ils se sautent, jettent. en fait. C'est comme Ah, les ils Ils Bah, se écureuils, là. lancent dans le Comme vide. les écureuils, justement, où, C'est ça. au moment où ils vont sauter de l'arbre, ils vont écarter leurs Ouais, pattes. c'est ça. Et donc, leur membrane va leur permettre de planer. Le serpent, il peut s'aplatir un peu, planer. Donc, bien évidemment, il ne va pas remonter en l'air, mais au moins, il peut aller d'arbre en arbre, comme ça, sur une s'aplatissant. trentaine, 40 mètres. Il suffit de s'aplatir pour planer, vous savez. Oui, ça c'est possible. Pourquoi vous demandez ça à moi? Allez, les perroquets sont les seuls oiseaux capables d'imiter la voix humaine. Les perroquets, Non, je pense voix qu'il y en a humaine. d'autres. À Il d'autres? n'y a pas que les Oui, perroquets, il y a les mères. ménates, Oli. etc. Non, il y en a sûrement d'autres. Comment ça s'appelle Sûrement les... d'autres. Sylvain. Oui, exactement. Les Les ménates, mé- les justement, c'est ménates, ceux qui comment reproduisent ça le mieux les ménates. Voilà, les Après, il y a aussi tous les corvidés, les merles, corbeaux, les machin. corneilles, etc. Mais c'est vrai que les Les perroquets, corbeaux, ça eux, imite la voix? les corbeaux, oui. Mais après, ils vont pouvoir faire des sons humains, des choses comme ça. Ah. Les ménates, c'est les Oui. espèces qui reproduisent le mieux. Mais les perroquets, c'est l'espèce qui va pouvoir, en plus d'imiter notre voix, utiliser dans un contexte un mot adapté. Alors que les autres vont juste se contenter de répéter un mot comme ça qui n'a pas de sens. Voilà. Mais par c'est exemple, ça. des mots qu'ils entendent sans arrêt, qu'ils répètent. c'est Exactement. ça Mais ils associent quand même un contexte. Quelqu'un ouais. qui sonne à la porte, ils vont dire bonjour. Ils vont pas juste dire, Et le plombier, Ça, c'est vieux sketch. Stéphane Reynaud. Oui, c'est vrai. Allez, les tortues sont sourdes, chère Amanda. D'accord Elles ont pas... Raphaël, Non, mais elles n'ont pas d'oreilles, les tortues. Moi, je dirais non, elles sont pas sourdes. Oli, Oui. Je sais pas pourquoi. Sylvain. Eh bien non, et elles ont des oreilles. Alors oui, elles n'ont pas des C'est oreilles des trous, extérieures c'est comme ça. nous, mais elles ont effectivement une membrane Oui, une sur le membrane, côté. ouais. Quoi, quand on Donc les c'est un peu comme un appelle, elles tympan. arrivent. Non, mais elles sont capables. Alors elles vont plus détecter les sons un peu très graves, vous voyez, de très basse fréquence. Mais bon, après, il faut encore qu'elles reconnaissent leur nom, donc je suis Ça, pas on sûr peut que pas là, elles viennent vérifier. tout de Bon, suite. lui, les vétérinaires, on lui fait confiance. Ben oui, c'est Mais son on peut pas métier. vérifier. Si, on peut, on peut. Si, on peut justement voir, on peut mesurer l'activité cérébrale en fonction de l'onde qui arrive. Les pieuvres peuvent penser avec leurs bras. Ah, je ne sais pas si c'est avec leurs qu'est-ce bras. que vous pensiez Elles peuvent penser. Ça, il paraît que c'est le plus intelligent, c'est les pieuvres. Exactement. Ils sont archi Waouh. intelligents. C'est vrai, Sylvain? Ouais, 2/3 de leurs neurones sont dans les bras. Et ce qui est incroyable, Fou, c'est ça. que le bras, donc les neurones vont à la fois servir justement de transmettre l'information, par exemple, je touche quelque chose au cerveau, Dingue, ça. sauf qu'il peut aussi lui-même prendre la décision, le bras, sans refaire monter l'info au cerveau, de se dire, bon, bah là, oui. je peux l'attraper, c'est un coquillage, hop, je l'attrape comme ça. Les pivers finissent mentalement diminués. Ils sont déjà diminués dès le départ. à mon avis. Non, Raphaël. Mentalement, pourquoi Non, mentalement c'est bizarre, hein? Ouais. La question, c'est parce que justement, c'est quand ils Ah, tapent écoute à pas, répétition ouais. comme ça Et sur devient le... Ça touche le Alors, cerveau. en fait, justement, leur cerveau, il a une couche de graisse qui l'enveloppe. Et c'est comme ça, c'est en étudiant justement le cerveau des pivers qu'on a pensé à faire des casques pour notamment les, c'est les le joueurs de bruit football Waouh. américains. Bah oui, Vous c'est savez qu'il y avait des commotions. Vous savez, ils ont des coups très forts au moment Oui, bien au moment où sûr. ils se percutent. Et il y avait des commotions C'est cérébrales. comme qui les mecs déclenchent. avec les marteaux piqueurs. Exactement. Bien sûr. Et merci Sylvain, c'était très plaisir. intéressant. Ouais, Bravo. Bravo. Vous avez été tous très forts. Bravo Amanda. Non, mais c'est tellement intéressant, c'est tellement fascinant, tous ces trucs. Mais oui, c'est Ouais, hein. fascinant, bien sûr. Allez Sylvain, la notion de mémoire chez les animaux, un sujet complexe et passionnant, bien sûr, c'est notre point veto de la semaine. Alors, donc, un chien peut vraiment reconnaître une personne des années plus tard, c'est vrai ça? Oui, Ah oui. exactement. Vous savez, oui. il y a des fois des gens qui disent oui, les animaux vivent dans l'instant présent. Pas du tout. Ils ont une mémoire. Alors bien sûr, ils vont pas se souvenir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé un 11 août, mais eux, ils sont capables, comme nous, d'intégrer des infos dans des structures comme l'hippocampe qui va enregistrer un lieu, une personne, ou les amygdales, par exemple, qui vont enregistrer des émotions profondes. Oui, parce que c'est vrai qu'on dit traditionnellement, les animaux, ils vivent dans l'instant. Oui, Hein, exactement. qu'ils n'ont pas vraiment de Alors, mémoire. Oui, non, pas du tout. Le chien il est capable de reconnaître une personne. Il va être, par exemple, parce qu'ils ont une mémoire associative très forte. C'est-à-dire qu'il va associer une personne avec une gestuelle, avec une voix, avec une odeur, parce que justement, leurs capacités sensorielles sont tellement développées qu'ils les utilisent pour ça. Et si en plus, on associe des comportements de renforcement, enfin du renforcement positif, une friandise, un jouet, un jeu, bah, ça s'ancre assez profondément. Et de même chose pour les lieux? Oui, les lieux, alors c'est même encore différent, ils ont une mémoire spatiale très forte. C'est pas comme s'ils n'ont pas une carte dans la tête ou tiens, ça va là-bas, c'est juste qu'ils sont capables, avec des repères,
des odeurs, un relief, une lumière, par exemple, de reconnaître le chemin. Et vous savez, c'est parce que ça, on l'a étudié avec des labyrinthes, on a mis des animaux, des chiens dans des labyrinthes, et ils se souviennent justement du parcours qu'ils ont appris, comment s'en sortir. Wow. Et vous savez, toutes ces histoires de chiens qui retrouvent leur chemin après des dizaines sur 10, 20 kilomètres, on se demande comment ils font. Et les arbres, les feuilles. Exactement, c'est ça. En fonction du lieu, tiens, je sais qu'il faut que je tourne là, après il y aura ça, telle odeur, etc. On a parlé des chiens, mais est-ce que les chats ont la même mémoire ? Oui, c'est très fin. Ils ont une mémoire, effectivement, des lieux, des ambiances très fines, des gens aussi. Si quelqu'un leur a apporté, justement, autant du positif que du négatif, justement, ils sont tout à fait capables de se rappeler de ça, de leur routine aussi. Le chat est très routinier. Et moi, mon chat, à 19h, si je n'ai pas déjà donné à manger, je peux dire que... je peux vous dire qu'il est à côté. Quoi. Mais du coup, quid de quand les chiens font des bêtises et qu'on dit, voilà, si on a découvert la bêtise, je sais pas, genre 2 heures après, 3 heures après, il faut pas le gronder parce qu'il a oublié. Oui, là, vraiment, il y a aucun... En fait, c'est surtout que le chien, à mon sens, il ne va pas associer ce qui s'est passé avec votre réaction. Et donc, il se dit, tiens, ça vient d'où ? Pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Et puis, en plus de ça, ces renforcements négatifs, parce que lui, il va vivre la punition, entre guillemets, comme un renforcement négatif, ça s'ancre très profondément, justement, dans ses amygdales. Et un peu comme... alors, ça va encore plus loin, mais les animaux qui ont été traumatisés, un chien qui a été battu, un chat qui a eu peur des enfants, ça s'ancre tellement profondément que ça prend des années, justement, après de travail progressif pour désensibiliser le chien, pour le rassurer, parce que, justement, il s'en souvient. C'est un peu comme un instinct, en fait. Via les amygdales, dès qu'il va être exposé à ce qui lui fait peur, tout de suite, ça le fait réagir, plutôt que de se dire, tiens, non, ça va, en fait, ça me fait pas peur. Il n'y a pas la réflexion. Ça va direct en instinct. Et vous voulez nous parler aussi de certaines espèces d'oiseaux. Oui, alors ça, je trouve que ce qu'il y a de plus fantastique pour la mémoire. Par exemple, vous savez, tous ces oiseaux, les geais, les mésanges, qui vont cacher les graines. Oui. Leur survie dépend de leur mémoire, parce qu'en hiver, ils n'ont pas accès à la nourriture, donc ils sont obligés de cacher toutes ces graines. Donc déjà, ils peuvent se souvenir, certaines espèces, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de graines. Ensuite, ils sont capables de se souvenir quelles graines ils ont mis à quel endroit, et donc, ils iront d'abord chercher la graine qui va pourrir en plus vite, le plus tôt. Donc, en se disant, tiens, celle-là, il faut que je la mange en premier. Et encore plus incroyable, c'est que si, au moment où ils la cachent, ils voient qu'un autre oiseau les regarde, et ben, 1 heure après, ils reviendront et ils déplaceront la graine de place en se disant, tiens, il y en a un autre qui a vu où j'avais planqué ma graine. Ah oui. Et donc, voilà, donc, leur survie dépend de leur mémoire, ça qui est incroyable. Ah oui, c'est fou. Ça. Exceptionnel. Passionnant. Merci beaucoup, Sylvain. On applaudit très fort. Merci. Amanda, saviez-vous que seulement... Moi, je ne suis pas très petit oiseau. Moi j'aime bien les... Ah oui. Les vautours. Les aigles. Non, les colombes. C'est très joli, les colombes. Joli. Alors, Amanda, saviez-vous que seulement 1,5% des chiens sont concernés par un permis de détention ? Il faut un permis pour un chien ? Ah, pour certains chiens, oui. Ah oui, les pitbulls, les trucs. Vous allez voir, faut-il étendre ce permis à d'autres races considérées moins dangereuses ? Alexis, notre dog-trotteur, est allé poser la question. Que pensez-vous du permis de détention pour certains chiens ? Pour moi, c'est trop stigmatisant. Tout le monde doit avoir, mais je ne pense pas par rapport à catégorie, par rapport à race. Aujourd'hui, n'importe qui peut adopter un chien, on peut avoir un chien, mais ça ne sait pas comment gérer un animal. Un Rottweiler bien éduqué sera moins dangereux qu'un Chihuahua pas du tout éduqué. Pour moi, il faudrait un permis où on aurait des cours concrets sur l'éducation du chien, parce qu'en fait, on voit beaucoup d'abandons aujourd'hui qui sont juste dus à une ignorance sur les principes de base de l'éducation. Je suis complètement pour, parce que ça responsabilise les gens. Ça peut être utile pour la sécurité, ça dépend des chiens, ça dépend des maîtres aussi. On devrait généraliser tout permis de détention d'un animal domestique à un certificat de capacité à le gérer. Pour certains chiens qui peuvent être dangereux, qui peuvent être un peu durs à éduquer, je trouve ça utile. Mais j'ai eu plus de problèmes avec des petits chiens qui sont censés être gentils et normaux que des chiens qui sont censés être catégorisés. Voilà, on adore voir toutes ces petites bêtes. Alors Amanda, vous le savez, les animaux ont des droits. Et ici, nous parlons chaque semaine avec maître notamment Olivia Simiakos. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Nous allons évoquer ensemble des problèmes de voisinage occasionnés par des chiens un peu trop bavards. Ça, c'est sûr que c'est un problème. Et un problème pour Monday aussi. Hein. C'est juridiquement vôtre. Olivia, certains chiens, par leur aboiement, peuvent gêner les voisins. Et évidemment, ça arrive souvent. Alors, quels sont les risques ? Alors, les risques, ils sont de 2 ordres. Ils sont d'abord de nature pénale, parce que c'est une infraction, c'est une contravention de 4e classe.
Donc, vous pouvez voir débarquer la police municipale qui va vous mettre une amende de 135 €. Ça peut aller jusqu'à 450 €. Oui. Le maire peut prendre un arrêté municipal pour vous enjoindre de faire ci ou ça pour remédier aux troubles. Et il faut savoir que la police municipale, elle peut passer toutes les semaines. Hein. Si les voisins se plaignent toutes les semaines, c'est 135 € par semaine. Donc ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est un risque qui est de nature civile, c'est-à-dire qu'il y a un voisin qui va s'estimer lésé et qui va vous assigner en justice, s'il n'y a pas d'accord amiable avant, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Est-ce que vous avez eu des problèmes de voisinage ou avec Non, vos j'en ai chats? pas, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une dame qui s'est plainte aussi de son coq, qui faisait cocorico, il y a une histoire avec le coq. Non, il faut avoir de bons voisins. Moi, personnellement, c'est vrai que les chats, la nuit, bon, ils se baladent, les chats. Donc forcément, ils vont chez le voisin, ils vont dans tous les jardins. On ne peut pas les empêcher. Oui, mais si, justement, il y a une femme qui a été obligée de garder son chat chez elle, et c'était un scandale. Oui. Ah oui, ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Vraiment, c'est pas possible. Et ça, il y a quelques mois, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a une définition juridique là, du trouble anormal du voisinage? Alors oui, le trouble anormal du voisinage, c'est le trouble qui va excéder les inconvénients normaux du vivre ensemble. Parce que bon, vivre ensemble, effectivement, il y a toujours des inconvénients. Alors certains sont normaux, j'ai envie de dire le voisin qui démarre sa grosse voiture à 6 h du matin. C'est ça le trouble, c'est comme voilà, ça, c'est normal. Je veux dire, on vit en communauté, on vit en société. Marteau-piqueur, c'est plus compliqué à 6 heures. Ça dépend des heures. On est toujours dérangés par les uns les autres, mais à partir du moment où ça devient quelque chose d'excessif, là, ça va devenir un trouble anormal du voisinage. Et donc, les aboiements de chiens, même si on fait des efforts, qu'on fait ci, ça, ça peut être considéré comme un trouble anormal de voisinage. On va considérer au cas par cas, en fonction de la fréquence, de l'intensité, du contexte, mais on le prouve en comment, fonction des ça? heures. Oui, j'allais dire, parce que typiquement, il y a un huissier qui vient, qui enregistre, je sais pas tout quoi. à fait. C'est ça, c'est l'huissier. Je vais l'embaucher. Mais non, parce que c'est... Mais oui, voilà. oui. En fait, le meilleur moyen de preuve, c'est un constat d'huissier, c'est-à-dire que le voisin va faire venir l'huissier chez lui, il va le garder quelques heures avec 2-3 cafés, et l'huissier va reprendre derrière sur son constat tout ce qu'il a écrit. Alors 8h18, le chien aboie, 8h19, le chien aboie, 8h20, le chien aboie. Voilà. Après, la multiplicité des voisins qui se plaignent, ça peut aussi être un signe. S'il y en a qu'un qui se plaint, il est probable que ce ne soit pas un trouble anormal du voisinage. Moi, j'ai un dossier, il y a une voisine qui se plaint, et ma cliente voit débarquer la police municipale quasiment tous les 15 jours. Ah oui. Oui, et ça, on ne peut pas le stopper parce qu'on est d'accord que, bien sûr, il y a des chiens qui aboient, qui sont laissés aussi tout seuls et qui aboient toute la journée. Mais il y a aussi des voisins qui sont très sensibles. S'il n'y a aucune solution, c'est ça. S'il n'y a aucune solution, comment on peut faire? Oui, alors... S'il n'y a aucune solution, le voisin, il est obligé, il faut savoir, le voisin est obligé de saisir un conciliateur de justice avant toute procédure judiciaire. En matière de conflit de voisinage, et c'est un conflit de voisinage, on saisit le conciliateur de justice. Ça donne une chance supplémentaire d'aboutir, parce que des fois, ce n'est pas évident de se parler par-dessus la haie. Voilà, chez un conciliateur, ça peut aboutir. Si ça n'aboutit pas, il va pouvoir engager une procédure civile sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, pour obtenir une réparation d'un préjudice moral, d'un préjudice de jouissance. Il peut obtenir aussi une condamnation sous astreinte, c'est-à-dire il faut faire ça pour remédier au problème et tant que vous ne le faites pas, c'est temps par jour. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de risques. Et quelles mesures peut-on prendre alors concrètement? Alors, on peut prendre des mesures, j'ai envie de dire, ça coule de source. On peut déjà faire appel à un éducateur, parce que s'il aboie, il y a peut-être une raison. On peut, si on a un grand terrain, éloigner le lieu d'habitation du chien de la clôture de chez le voisin pour l'éloigner un petit peu. On peut éviter de laisser le chien tout seul dehors quand on n'est pas là. Voilà, il y a des choses à faire. Est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner? Alors, mon conseil, c'est vraiment de favoriser la communication avec le voisin. Parce qu'il y a des circonstances où on a vu, souvent, des voisins qui finissent par être excédés et qui s'en prennent à l'animal. Et ça, il faut absolument l'éviter. C'est d'une lâcheté sans nom, mais voilà, on peut l'éviter. Il faut engager un dialogue avec son voisin et surtout éviter qu'on se retrouve un jour avec un chien mort parce que voilà, on n'a pas su discuter et trouver une solution. En tout cas, merci beaucoup, Olivia. Merci. Pour intéressant. Olivia. Merci. Allez, nous accueillons maintenant deux femmes, Evadia et Yesena Alves-Leva, qu'un chien malade a réunis. Ensemble, elles ont réinventé la fin de vie animale. Elles nous racontent aujourd'hui leur histoire profondément bouleversante et éclairante. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Venez nous rejoindre.
Eva, tout commence par Iron, évidemment. Alors, qui était-il pour vous? Iron, c'était mon meilleur ami, c'était mon pilier. Et c'est le chien de ma vie. Pendant 12 ans, ça a été mon centre d'intérêt, d'attention. J'ai tout vécu avec lui, personnellement, professionnellement. Tout. Quand son état s'aggrave, vous cherchiez à l'accompagner jusqu'au bout? Oui, j'ai voulu l'accompagner. Il méritait d'avoir la meilleure des fins de vie qu'il avait. Il faut savoir qu'Iron, c'est le premier American Staff qui a fait de la médiation animale. Pardon. Oui, c'est ça, c'était une autre façon de l'accompagner. C'est ça, c'est en hommage à tout ce qu'il a fait pendant ces 12 années de vie. C'est beau, ça, c'est une déclaration d'amour, ça. Oh, mais c'est tellement triste. Ah, c'est Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir du schéma classique? Pour sa fin de vie? Ouais. Alors, j'ignorais Enfin, moi, je voulais pas l'emmener chez un vétérinaire pour qu'il fasse sa fin de vie. Je voulais qu'il s'éteigne dans mes bras. Et je commençais déjà un peu à me renseigner, savoir si l'euthanasie à domicile se pratiquait. Je ne connaissais pas forcément de vétérinaire. Et en fait, c'est comme si un signe était arrivé et Yesenia est arrivée à ce moment-là d'elle-même dans ma vie. Ben justement, Yesenia, avant même votre rencontre avec Eva, vous-même, vous avez vécu une expérience fondatrice, en fait, qui a donné naissance à votre travail d'accompagnement. Et à la fin de vie animale, vous pouvez nous raconter? Oui. C'est difficile, hein, je sais. Ça, c'est toujours un sujet où on est au bord des larmes à chaque fois. Alors, donc moi, je suis vétérinaire, je travaillais en clinique donc pendant 10 ans et j'étais particulièrement attirée par les consultations de fin de vie et les euthanasies. Je me trouvais à ma place, en fait, dans l'accompagnement des humains et à la fois des animaux. Et ma propre chienne, donc c'était la chienne de ma vie. C'était quoi comme chienne? Une Rottweiler. Ah. Que j'ai eue lors de ma première année d'école vétérinaire. Donc, elle m'a suivie pendant toutes mes études vétérinaires. Et pendant le début de mon activité professionnelle, elle a eu un cancer, donc un cancer de l'os. Je l'ai faite amputer, elle a eu des chimiothérapies. Et malheureusement, le cancer a gagné, ce qui est toujours le cas, je le savais. Et donc, j'ai procédé à sa fin de vie chez moi, entourée de ma famille qui était profondément attachée à ma chienne. Et en fait, je peux le dire qu'elle est morte heureuse, en remuant sa queue jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle s'endorme, parce qu'elle nous avait autour d'elle. Oh là là, bon. Et comment vous êtes rencontrés? Comment vous êtes arrivés à vous soutenir toutes les deux dans ces douleurs-là? Parce que c'était des douleurs qu'on connaît affreuses. Alors, on s'est rencontrés grâce à l'algorithme d'Instagram. Ah oui? Et oui, parce que je suis tombée sur un post d'Eva qui partageait en fait les soins qu'elle faisait, les soins palliatifs qu'elle faisait avec Iron. Et je suis rentrée en contact avec elle comme ça. Et voilà, tout de suite, elle a voulu être accompagnée par moi. Alors Yesenia, je voulais savoir quel conseil vous avez prodigué à Eva? Alors, donc, dans le cadre de mes accompagnements, parce que moi, je ne fais que ça, je me suis dédiée à ça. J'ai créé Vet Eden, donc, qui est le premier service en France dédié à la fin de vie. Donc, j'accompagne à domicile donc, toutes les familles qui ont un animal en fin de vie. Donc, Eva, lors de ma première consultation, qui est une qualité de vie, je suis allée chez elle pendant 1h30, 2h même. Et là, j'évalue en fait j'ai évalué l'état d'Iron. Et également, c'est-à-dire que je m'occupe de l'animal, mais je m'occupe aussi des humains qui sont à côté, et donc d'Eva. Donc ça a mené à une très longue discussion pour savoir où elle en était, comment elle acceptait la maladie, comment elle acceptait la mort qui allait survenir dans peu de temps. Et donc, ensemble, voilà, on a prodigué encore des soins palliatifs pour Iron, pour le soulager sur cette fin de vie, pour qu'il soit le mieux possible et le plus confortable possible jusqu'à sa mort. Et ensuite, on a commencé à préparer donc l'euthanasie qui allait survenir, puisqu'il n'était pas question de laisser souffrir Iron et de le laisser mourir, en fait, dans la souffrance. Et donc, voilà, ça a permis donc, à Eva de se préparer à la mort qui allait arriver, à l'accepter, et à savoir comment on allait l'accueillir, justement, cette mort, plutôt que de la subir. Donc, c'est vraiment mon rôle, c'est de reprendre du pouvoir là où on en a encore. Donc, on ne peut plus l'écarter, la mort. Elle est là. Par contre, on peut l'accueillir. Et alors, Eva, vous avez préféré un départ en pleine nature pour Iron? Oui. Il est parti dans sa forêt préférée, là où on se baladait tout le temps, au bord d'un petit ruisseau. Et je voulais quelque chose de très beau. Nature, le retour à la nature, quoi. Vous avez évité la clinique, quoi. Oui, totalement, oui. Je voulais vraiment... Et je voulais avoir un bon souvenir aussi, c'est-à-dire que cette forêt, j'y vais encore. Je voulais que mon chien prenne l'âme de la forêt
Et aujourd'hui, quand je Et le petit nouveau, là, qui est adorable, vous l'amenez? Oui, exactement. Du coup, on se balade là-bas. Je sens une énergie positive quand je me balade. Moi, je veux l'embrasser, ce petit chien-là, parce qu'il est mignon. Regarde cette tête, comme il est beau, mon bébé. Oh, regarde. Il est magnifique. Il est beau, hein. Comment il s'appelle, celui-là? Aro. Grosse papate, hein, quand même. Hein, petit beau, mon chéri. Fais gaffe. De quoi? Il remue la queue. Non, il est très beau, ce petit chien. Il est très beau. Yesenia, juste un conseil, un seul, pour supporter, si j'ose dire, ou mieux vivre, si on peut dire, la disparition de son animal. Alors déjà, de préparer sa mort. Et je pense que ça, c'est vraiment le... Préparer sa mort. Ah oui. Et comme ça, c'est ce qu'on a fait avec Eva. Justement, on a préparé cette euthanasie pour qu'elle ait lieu dans la forêt, qu'il adorait, un 14 juillet. Donc c'était une date hyper symbolique. Iron allait plutôt bien encore, plutôt pas. Il était très fatigué, très malade, mais il a pu profiter jusqu'à la dernière seconde. Il est décédé dans les bras d'Eva. Son cœur s'est arrêté contre les battements du cœur d'Eva. Et ça, c'est absolument incroyable, en fait. Et voilà, offrir ça, est-ce que c'est un mauvais souvenir pour toi? Je dirais pas que c'est un mauvais souvenir ni un beau, c'est que c'était... En sa mémoire, c'était ce qu'il fallait faire et c'est une belle mort, une belle fin qu'il a eue. Ouais, c'était fort, oui. Merci beaucoup, Eva. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eva et Sonia. Merci. Allez, il nous faut remercier notre invitée, Amanda Lear. Amanda Lear, alors voyez, vous m'aviez dit il y a longtemps, je ne rechanterai plus. Eh bien si, elle rechante. Looking Back, ça s'appelle. Ça veut dire rétroviseur, vous regardez derrière. Un petit peu. Oui. Non, mais c'est surtout un grand virage, c'est une surprise. En fait, ça surprend tout le monde, mais ça me surprend moi aussi. Je ne m'attendais pas à réaliser ce rêve de pouvoir chanter en français, parce que j'ai toujours fait de la disco. C'est la première fois. Boum, boum, et en français, et surtout des chansons à texte de jeunes auteurs, compositeurs français. C'est ça, c'était mon rêve. Moi, j'aurais aimé chanter Gainsbourg, Aznavour. Et on me disait, non, toi, c'est disco. Barbara. Voilà, j'aurais adoré ça. Mais on me disait, c'est pas pour toi. Et là, j'ai réussi quand même à les convaincre, à dire, mais non, moi j'ai envie de chanter des belles chansons d'amour avec des textes intéressants. Et oui, c'est un virage fort chez vous, parce que c'est assez inattendu. C'est vrai. Vous n'aviez pas eu peur de déstabiliser vos fans, parce qu'on se dit, c'est la reine du disco, c'est la queen. Dès qu'on parle d'Amanda Lear, c'est queen. Mes fans que je voyais en discothèque, maintenant je les croise à la pharmacie. Hein. Bon, c'est pas... Attendez. Pour moi, je vais vous dire, en écoutant bien toutes les paroles, parce qu'effectivement, Amanda, les paroles sont très belles et vous les exprimez à votre façon, parce que vous dites que vous ne chantez pas vraiment, que c'est comme presque un chuchotement, c'est comme une confidence. En fait, c'est comme un bilan sentimental et existentiel. C'est un bilan sentimental, exactement. Ouais. Il y a eu plein d'amours, il y en a eu qui sont mal passés. Il y a eu beaucoup d'amour, il y a Inès. Oui, il y a eu des amours ratés, il y a eu des rendez-vous qui ne sont pas aboutis, il y a eu des trucs d'un seul soir, on croyait que ça allait durer, puis finalement ça n'a pas duré. Donc il y a eu plusieurs choses comme ça. C'est toujours des bons souvenirs, de toute façon, mais ça n'a pas abouti à quelque chose qui dure. De toute façon, moi, vous savez, en France, on fait toujours rimer amour et toujours. Je t'aimerai toujours. Moi, je n'y crois pas. Amour et toujours, c'est pas la rime. C'est bien, tous les jeunes mariés qui nous regardent. Bonjour. Moi, j'y crois pas. Peut-être avec un animal, ça oui. Oui. Non, mais voyez, dans votre carrière, là, vous révélez quand même, et c'est rare, parce que vous êtes quelqu'un, quand vous établissez un mystère autour de vous, et là, vous révélez une facette quand même beaucoup plus intime, réfléchie, et même parfois nostalgique, cet album. Oui. Vous avez envie de ça? J'avais envie de ça parce que j'ai eu un parcours extraordinaire, j'ai eu des amours magnifiques, j'ai connu des hommes merveilleux. Et bon, il n'y a pas de regret. Voilà, il ne faut pas pleurnicher en disant « oh, c'était mieux avant ». Non, tout ça m'a laissé un souvenir merveilleux et je voulais envie de le partager avec mes fans, mes amis. Voilà. Bravo, on vous aime, Amanda Lear, vous le savez. Merci beaucoup. On vous aime. Merci Amanda, merci Eva, merci Yesenia. C'était un grand bonheur de vous accueillir. Alors, Raphaël, avant de s'écouter, comme d'habitude, on salue les associations. On salue les associations dans le public. Alors, main dans la pâte. Ils sont là. Ils sont où? Voilà, là. SOS Matou Chanteloup. On peut les aider, on peut leur donner, faire des dons. C'est des associations formidables. CDA12, Club de défense des animaux. Et évidemment, l'Arche de Bellegarde, je l'ai présenté tout à l'heure. Merci. Allez, merci. Merci à tous. Merci de nous avoir tous suivis, bien sûr. Merci. Merci Amanda. Et à très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir. Au revoir.